Voilà, l'ONU reste très préoccupée par la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, même après l'annonce du plan gouvernemental d'assistance humanitaire. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Cameroun, elle s'appelle d'ailleurs Allegra Del Pilar Baoshi, a récemment adressé une correspondance au gouvernement. Elle n'exclut pas une intervention de l'ONU dans la crise anglophone au Cameroun, ce qu'on attend évidemment de voir dans les semaines à venir. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro. Nous sommes le jeudi 28 juin 2018 et l'équipe est en place, la team du Zénith. D'abord vous, Auréole Choumi, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à nos milliards de téléspectateurs ce matin. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Djombe, depuis plus de 3 mois déjà, les populations de ce côté sont sans eau. Ils préfèrent vivre des coupures d'électricité que de rester sans eau potable. Et ils décident également de descendre dans la rue pour manifester leur ras-le-bol, pour manifester leur colère par rapport à cette situation. Eric Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on reparle de cette information et de pas mal d'autres pour faire le compte pour ce jeudi. Et quelques indiscrétions évidemment à ne pas louper avec Florazé lorsqu'il sera 11h05 dans le cadre de cette revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, il est bien là, en place, droit dans ses bottes, fidèle au poste. Bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous, chers téléspectateurs. L'Académie nationale de football du Cameroun n'a pas de stade. Ses pensionnaires s'entraînent sur le goudron, dans la rue. C'est ça. C'est avec ces pensionnaires que nous irons remporter la Coupe du Monde 2022. Merci. Il faut surtout rappeler le contexte dans lequel cette académie est née et surtout comment le président Paul Biya l'a annoncé en 2010 lors d'un discours. Et ensuite, on a vu tout ce que ça a mis comme temps pour qu'en 2017, 7 ans après, on vient de faire du bricolage avec Isayatou comme PCA et bien sûr Kal Enongachu comme DG qui doit, j'avoue, s'ennuyer là-bas. Il semble que le président de la République était fâché d'une mauvaise prestation des Lions indomptables en Angola en 2010. Il avait donc promis le 10 février cette année-là de créer l'Institut supérieur du football. On lui a donné un contenu en mai de la même année 2010. Voilà. Et en 2017, on crée l'académie. Qui n'a pas? On a oublié de donner les stades. De chercher les stades. Les infrastructures. L'ANAFoot ou la NUNFoot. C'est la question qu'on pourrait se poser. Moi, je me rappelle seulement qu'en 87, il y avait l'ANAFoot qu'on avait confié au général Semengue qui a foutu le camp. Voilà. Maintenant, il a la Ligue de football professionnel. Ça va bien. Je suis sûr qu'on va remporter la Coupe du Monde 2020. Je suis sûr de ça. Il n'est pas certain. Bon, Bengan, qu'on y soit d'ailleurs. Moi, je suis sûr. Il n'est pas certain qu'on y soit. Ce sera au Qatar en 2022. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. C'est la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Et pour planter le décor, pour lancer l'émission de ce matin, voici l'histoire du jour. Et elle est mise en bouteille et en musique par une metteuse en scène qui doit évidemment son prénom à, je voudrais dire, une accumulation d'Ariane et de Berlis. Aribel, bonjour et bienvenue. Tu as pénétré dans ma vie. Tu es en train de m'afficher. Tu vois ce qu'il a fait, il est en train de m'afficher. Non, mais est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? On ne peut plus faire le Congo ça avec ce monsieur. Hein? Est-ce que... Fopoussi, je ne peux plus faire le Congo ça avec toi. Hein? Mais là, tu viens de faire un truc là. Oui, oui. Est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? Oui. Il a touché le fond. Hein? Tu viens de déranger, je t'explique. Oui. Explique-moi. Explique-moi. Je fais un Congo ça avec toi. En off, tu viens avec à l'antenne. Hein? C'est mystique. Ah oui, là c'est mystique. C'est mystique. C'est mystique. Je sens que je vais aller au village pour toi. Hein? Ah oui, là je t'explique. Voilà. Voilà. Bonjour Fopoussi, bonjour Toumi, bonjour Zé, bonjour Père Bonbon, bonjour à vous à la maison. Je suis mort de rire sur ce plateau. Attention. Tu sais le pourquoi. Hein? Oui, bien sûr, je sais pourquoi. Bon, c'est l'histoire d'un monsieur. Oui. Je dis c'est un monsieur.
qui m'a appelé. D'accord. Il dit que il est tombé sur une fille dans la rue. Il est tombé follement amoureux. Au point où il a dit à la fille une seule fois, cache, comme on dit, Hora, que je ne suis pas venu blaguer avec toi. Moi, je suis là pour te passer la bague au doigt. Mais je suis un débrouillard, je suis un débrouillard. Je n'ai pas assez d'argent pour te donner le mariage de tes rêves. Moi, voici ce que moi je te propose. Donc, quand il a fait la drague, ça a marché, non? Il fonctionnait avec la fille, mais lui, il a dit que ce n'était pas pour blaguer, c'était pour l'épouser. Mais il a proposé à la fille ceci, pour avoir son mariage de rêve, il faudrait que, il va faire des économies. Il va faire des économies, même pendant 2 ans, et après, ils vont faire le mariage de rêve. Et la fille a accepté. Bon, chaque fois quand il avait un peu d'argent, il remettait à la fille. Que bon, puisque la fille, on dit que la femme sait bien garder de l'argent. Donc, à chaque fois qu'il avait un peu d'économie, il donnait à la fille gardait, la fille gardait. 2 ans après, il dit à la fille que, bon, chérie, tu décides qu'on aille à la mairie, quand tout revient à toi, organise, tu me dis. Il dit qu'il constate que la fille maintenant, ça devient que, on peut encore attendre, non? C'est pas encore ça. Je ne suis pas encore prête. La fille qui était à chaude, il dit que maintenant, ça devient que, je ne suis pas moi encore prête. On peut encore attendre. Il dit que ça, elle a traîné comme ça pendant 6 mois. Chaque fois, c'était on fait comment non, on fait comment non. Elle tourne, elle tourne. Maintenant, quand il a mené ses enquêtes, c'est là qu'il a constaté que la fille a bouffé toutes ses économies. Tout l'argent qu'il a donné à la fille de garder, elle a bouffé. Raison pour laquelle elle tourne, elle tourne, elle tourne. Lui, il est dépassé, il aime bien la fille, il ne sait pas comment il va faire. Il m'a appelé, il m'a dit de venir partager avec vous sur le plateau et avec les téléspectateurs, de lui dire comment réagir face à cette situation. D'abord, il y a un principe en droit qui est de plus en plus avancé. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et quand j'entends Haribel dire ce matin que ce bonhomme souhaitait organiser le mariage de ses rêves, c'est bien ça, hein, les conséquences de la théâtralisation, de la spectacularisation de l'amour. On a vu tout récemment le mariage entre le prince Harry et l'actrice Meghan Markle. Avant, le couple princier avait le couple avec le prince William et Kate Middleton. Donc on comprend clairement que ce type de mise en scène de l'amour fait en sorte que les gens aujourd'hui pensent que forcément pour se marier, il faut plafonner dans des records, hein, de dépenses d'argent, dépenses faramineuses d'argent et offrir à ces femmes-là le plus souvent le fruit de leurs rêves, puisque vous savez, les histoires contées par le passé, Cendrillon et tout ce qu'on connaît. Donc c'est clair que c'est une question qu'il est important de mettre sur la table ce matin, mais j'aimerais aussi questionner l'intelligence de ce bonhomme, parce que confier autant d'argent à une femme qu'on vient de rencontrer, d'ailleurs, je ne veux pas dire que la confiance, c'est une affaire de temps, mais on doit avouer qu'il faut un certain temps, une certaine preuve. La confiance, elle se mérite. Et qu'est-ce que cette femme a fait pour mériter cette confiance-là? La question, moi, je vous la pose naïvement ce matin sur le plateau. Alors, Florazé, c'est à vous que je m'adresse en premier ce matin, comme hier d'ailleurs, parce que je continue sur cette lancée pour cette semaine d'ailleurs. Alors, dites-nous clairement, qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de cette femme pour qu'elle puisse ainsi dévoyer une confiance naturelle placée en elle? Non, je crois qu'elle n'a pas été honnête. Au départ, si oui, il y avait amour, parce qu'elle a accepté le monsieur, donc ça débrouillardise. Non, je crois qu'après, elle n'a pas peut-être pu supporter l'état actuel du monsieur. Mais la vérité, c'est que il faut assumer un certain nombre de choix qu'on se pose. Peut-être moi, à sa place, j'aurais dit, ok, d'accord, je n'arrive plus à supporter cet état des choses, cette situation, voudrais mieux qu'on se sépare et tout. Mais elle a joué un double jeu. Vous savez, moi, je suis quand même contre ce type de... Parce que elle a pillé ce monsieur. Elle a volé. Parce que si au moins on était allé jusqu'au bout de l'objectif fixé par les deux au départ, oui, et qu'après, on serait revenu avec certains conflits et tout, j'aurais encore compris. Mais non, mais ce matin, je pense tout simplement que la femme a très mal... Vous nous faites de la langue de bois ce matin, Florazé. Non, je ne suis pas dans la langue de bois, je dis elle est tombée sur un super mougou, je ne sais pas combien on peut... Non, justement, non. Elle a trouvé une opportunité... De pillage financier. Non. Je crois que... Je ne sais pas ce que la dame fait également comme activité, mais je suis sûre qu'elle fait quand même quelque chose. Parce que quand on va pour planifier, vous avez dit, vous les hommes, vous n'êtes pas si dupes que ça. C'est-à-dire que s'il prend sur lui de faire une totale confiance à cette femme, hein, et la femme, justement, c'est elle. Il a eu l'attitude qu'il faut.
C'est la femme qui tient la trésorerie de la maison. Donc, il a eu l'attitude qu'il faut. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qui s'est véritablement passé dans la tête de cette femme? Maintenant, on ne me dit pas ce que la femme fait comme activité, etc. et tout. Sauf que maintenant, elle a décidé d'aller... Bon. L'acte posé en lui-même Oui. n'est pas Florazé, donc, louable. Parce oui. que je suis un être Quelle humain. est l'activité qui aurait justifié son comportement? Non, je dis que... Mais vous me posez la question. Puisqu'on a planifié, non, plus que dans le couple, Oui, allez-y, ils ont oui. planifié Oui, leur mariage. Alors, si l'homme a pris sur lui de à chaque fois donner quelques centimes à la dame en termes de cotisation, d'épargne, ça veut dire qu'il a quand même vu en cette femme des qualités. Quand même des qualités, enfin, vous l'avez dit, vous. Et moi, j'ai toujours que vous, hommes, vous êtes des plus grands calculateurs. Donc, l'homme n'a pas posé cet acte au hasard. Sauf que, je me dis bien, il y a Oriol Choumi vous répondra. Il y a anguille sur roche parce que vous êtes prévenu. pour que cette dame agisse ainsi, je suis sûr qu'il y a eu quand même quelque chose. Mais je ne viens pas justifier cet acte. Parce que j'estime qu'au départ, l'homme a eu l'attitude que je réclame. De la part des hommes. Oui, que les hommes devraient avoir. Donc chapeau à ce monsieur. Donc pour vous, Florazé, conclusion d'une équation très simple pour vous, la responsabilité de l'homme rime avec l'idiotie, rime avec la bêtise. Vous savez, la vie c'est un risque, il faut pousser. Ah d'accord, ok. Et j'étais pas totalement d'accord avec vos propos d'entrée de jeu. Pour dire quoi? Faire confiance à une personne, oui. En un mot, on peut faire confiance à une personne à la première minute, ou à la 10e minute, ou après 15 ans, ça dépend. Mais la vie, ce sont des risques. D'accord. La vie, ok. c'est D'accord, c'est compris, Florazé. Je reviendrai vers vous au besoin. Le temps qu'on plonge clairement beaucoup plus l'encre dans la plume dans l'encre ce matin. Alors, bon, Bengan, sur cette question précise, et là, Florazé attaque un point très important. Est-ce que cet homme-là a eu l'attitude juste, d'après vous? Pourquoi? Non, cet homme a commis une bêtise, mais une bêtise qui lui a permis de découvrir le vrai visage de celle qui aurait pu être son épouse. Oui. Mais c'est une bêtise énorme, ça ne se fait pas. Oui. D'abord, pour dire à ces jeunes d'aujourd'hui que lorsqu'on veut préparer un mariage, d'abord aux garçons, ce n'est pas à votre fiancé de garder l'argent, c'est à votre famille. C'est à votre famille, c'est deux familles qui se marient. Donc, première faute lourde. C'est une faute lourde, c'est une bêtise qu'il ne faut pas commettre. Je vous raconte l'histoire d'un parent. Il allait doter sa femme dans les années 1930. Justement, c'était à cette période-ci, des prunes. D'accord. On va là-bas, quand ils arrivent, on demande à la fiancée, qui sont convenus, de faire les prunes et de manger avec sa prétendante. Elle a fait 5 prunes. Oui. Au moment quand il devait manger, la fille a mangé 3 prunes. Il a laissé 2. Ce monsieur, le qui était donc bien aguerri, il a dit à son père que non, papa, rentrons. Et cette femme, je ne peux pas l'avoir. On a fait 5 prunes, elle a mangé 3. Il a mangé, c'est pas un donc en fait, oui, absolument. Donc, voilà, c'est ça. Donc, cet homme, comme une bêtise, vous avez vu une femme, la première règle à faire, c'est de vous montrer auprès de la famille de la fille. D'accord. Pour qu'on vous lise. En fait, c'est pas la fille, elle vous accepte bien, mal, bon, on ne sait rien. Mais il faut que sa famille vous lise. Vous lise, vous regarde, comme disait mon ami Cancan, on vous regarde dans les yeux. Vous avez les yeux d'un bandit. Et vous aussi, vous présentez votre prétendante, votre fiancé à votre famille. À votre famille aussi. On l'apprécie. Or, c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Qui n'est pas fait. Et pire encore, quand votre maman ou vice-versa, hein, je parle du côté de la fille comme du côté des garçons, on vous dit, mais non, est-ce que vous avez vu tel aspect? On commence à dire, non, moi j'ai choisi. Bon, ça commence à arriver dans ce sens-là. Oui. C'est votre famille qui prépare, surtout les garçons, c'est votre famille qui vous prépare, qui vous accompagne. Si vous avez un peu d'argent, vous leur donnez, il y a une tante sûrement, il y a un frère, un aîné, quelqu'un dans la famille qui va faire ses économies, puisque pendant la dot, ce n'est pas vous qui parlez. D'accord. Donc, mais bon, je voudrais quand même qu'on mette le doigt sur une question qui, à mon sens, est essentielle au cœur de l'histoire de ce matin, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui on met autant l'argent au centre
des unions. Pourquoi ça devient une condition sine qua non, comme si sans argent, il est impossible d'avancer un petit pion dans le cadre d'une union. Parce que nous ne vivons plus. Oui. Nous ne vivons plus. D'accord. Nous ne vivons plus. En Europe, regarde, on vous dit le niveau de vie est élevé. Le niveau de vie est élevé. Or, en Afrique, on ne parle pas du niveau de vie. On parle de la qualité de la vie. De la qualité de la vie. C'est-à-dire, bon, je suis chez moi, Sakbaïmi, je me promène là. Je ne sais même pas si j'ai 2000 francs dans ma caisse. Ça ne me dit rien du tout. J'ai mes champs, j'ai des tigres, j'ai mes poules, j'ai mes moutons. Je se débrouille. On vit là. Absolument. Vous n'entendrez jamais quelqu'un se suicider. Parce que la qualité de la vie, l'environnement, on est la qualité de la vie. Dans l'Afrique moderne, il n'y a pas d'inquiétude à se faire véritablement. Or, quand vous posez le problème en vie chère, vie élevée, comme vous posez en Occident, il y a des suicides. C'est ça qui fait que quand quelqu'un n'a pas 10 000 francs, il peut mourir. Il peut mourir. Mais ce que vous dites est terrible. C'est ça. Oui. Vous parlez, il ne faut donc pas parler du niveau de vie. Parce que quand vous dites niveau de vie, vous êtes là dans un autre registre qui ne vous appartient pas. Parlez plutôt de la qualité de la vie. Oui. Donc, dans votre environnement, vous vivez comment? Ça. Alors, j'avoue que ce que vous dites est extrêmement important, puisque moi... mais pourquoi vous me regardez? Alors, moi, on me regarde parler. Je vous assure que j'ai un plaisir fou quand je mange 2 verres de tapioca mouillés avec le sucre et les arachides grillés, un peu salés. Hein. Bon, vous m'aurez... Pourquoi pas? Non, parce que il y a quelque chose de mystique à l'intérieur. Permettez-moi de reprendre le terme cher à Royal Choumi ce matin. Donc c'est pour dire que la qualité de la vie n'est pas forcément sur le niveau de la vie élevé. Et je vais vous faire une confidence. Vrai, oui. Je venais de commencer en 97. Oui. Prépare Titus Ezoïe, candidat à l'élection présidentielle, là, ici, Vodor, Paul Biya aussi. Je me trouve à Vomka. Oui. Dans hasard, comme journaliste reporter, le chef de l'État a l'avocat et le manioc sur une sous-tasse. C'est de manger. Voilà, et les confrères avec qui on était là, ils étaient cités, mais j'ai dit, mais vous étudiez quoi? Voilà, oui, l'avocat, il mangeait à la main, à la véranda. Donc, en fait, voilà. C'est pas manger les saumons et tout ce qui coûte. Voilà, et de manière dégagée et dégourdie. Oui. Voilà donc la vie. Il est devenu africain là. Maintenant, quand il se met dans la peau de l'Occident, là, devient de niveau de vie. Niveau, c'est quoi? Ça n'existe pas. Il faut plutôt plaider pour la qualité de la vie. La qualité de la vie. Et puis, je me rappelle encore de ces plantains qu'on mettait au feu. Et quand on sortait, on mangeait avec de l'huile rouge, mélangé un peu avec... La preuve, on vous dit là-bas que de manger bio. Voilà, Oriol Choumi. Voilà, c'était juste une petite pirouette sortie de l'histoire, mais pour dire quand même que la question de l'argent est importante, parce que cet homme s'est fait visiblement piéger par le mariage de rêve d'une femme qui rêvait plus de son âge. Elle aurait dû dire argent de rêve, le mariage de rêve. Oui, Oriol Choumi. J'ai envie de prendre ça sur 2 prismes. D'accord. D'abord que c'est l'homme qui a piégé la femme, parce que ne sait-on jamais. On a vécu des cas comme ça, où vous dites, vous ne dites pas à la femme réellement ce que vous faites dans la vie. Vous passez pour être le plus malheureux du monde et pendant 1 an, 2 ans, vous l'observez. Vous l'observez. Oui. Donc, ça c'est le premier prisme. Mais j'ai surtout envie de dire que la femme n'est pas méprisante. La femme a exactement fait ce que font les femmes. Elle aime l'argent. C'est-à-dire que la femme essentiellement aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Non, attention. On ne peut pas être aussi péremptoire sur ce plateau. Certaines femmes... Et surtout, elle conserve mieux son argent. Quand vous parliez, vous avez raconté l'histoire ici. Non, petite précision avant que vous ne me rappelez l'histoire de toujours. Alors, vraiment, il ne faut pas qu'on soit péremptoire. La femme aime l'argent est une phrase qui a un sens. Ok, tout le monde aime l'argent. Maintenant, dites qu'il y a des femmes matérialistes. Mais n'accompagnez pas. On est d'accord sur le point. Si vous dites qu'il y a des femmes matérialistes, qu'on avance sur le débat. Oui. Et il faut aussi, vous avez raconté une histoire l'autre jour sur le plateau. Votre cousin qui est sorti avec sa compagne,
Et à l'entrée de la boîte, il lui a donné 20 000 francs. Seulement, au sorti de la boîte, il restait 10 000. Vous savez pourquoi il restait 10 000? Mais parce qu'il a pris l'argent qu'il lui a donné de gérer. C'est pourquoi il restait 10 000. Si l'argent était resté dans ses poches à lui, l'homme, elle devait donner même à boire au DJ. Elle devait donner à boire même à quelqu'un qu'elle a trouvé assis dans la salle. Non mais vous me rappelez. Oui. Donc la mauvaise foi. Ah oui, c'est vrai. Il faut donc comprendre que la femme par essence aime l'argent. Et l'école africaine. C'est vrai, j'ai confirmé cela. Je crois qu'il faut quand même revoir. Quand vous parlez, je vous écoute. Non mais tout le monde aime l'argent. Florazé, mais à des soyons degrés, honnêtes, à des j'ai degrés fait des différents. précisions. Et quand vous parliez, Auréole n'a pas ouvert la bouche, je vous en prie. Donc voilà. Renvoie l'ascenseur. L'école africaine, c'est quoi? Les parents de l'époque de Mbombok. Le père te coupait ta parcelle de terrain pour ton champ. Quand le père vendait, lui, ses produits, maïs, avocats et autres, ce n'est pas l'argent qu'il te donnait. Il achetait tes engrais. Il achetait les cahiers de tes enfants. Il achetait une portion d'un autre terrain que tu vas exploiter. Le père ne donnait pas l'argent à la femme. Si lui, pour quelques petites choses comme l'association qu'on va recevoir, une nourriture qu'on va préparer pour le chef et tout, peut-être de l'huile que la femme va acheter pour aller donner au chef du village ou alors au grand notable ou à quelqu'un qui est endeuillé, comme étant la contribution de son couple. Mais porter un lot d'argent, que comme on a fait le cacao cette année-ci, voici le sac d'argent que ça nous a rapporté, je donne à ma femme de garder, zéro, les pères de l'Afrique ne l'ont pas fait. Donc il faudrait que les hommes comprennent que lorsque vous rentrez, certains hommes sont aujourd'hui, pour éviter, Mbomboka a eu raison tout à l'heure quand il parlait de qualité de la vie et niveau de vie. Les hommes ont compris ça aujourd'hui. Quand il prend son salaire, il coupe 90 000, il donne à la femme. Que, voilà, ça fait 3 000 francs sur 30 jours. Donc il donne quand même. Ok. À ce moment-là, la femme fait l'effort. La femme fait l'effort. C'est ici qu'on voit la résilience. La femme fait l'effort. Elle serre la ceinture. Quand toi tu dis, ouais, tu as fait le Munga hier, pourquoi tu l'as pas? Elle dit non, est-ce qu'il y a l'argent? Il n'y a pas l'argent. Mais elle fait l'effort de tenir. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a l'argent. C'est son argent à ce moment-là. Mais si c'est toi qui dois rationner tous les matins 3 000, l'argent que tu as gardé dans la penderie, les 90 000 là, tu as mis ça dans la penderie que tous les matins tu dois sortir 3 000 pour lui donner. Monsieur, tu vas rentrer trouver même parfois que le riz est petit comme ça. Elle va te dire, mais il fallait donner plus. C'était dit qu'on monte 1000 francs, il n'y avait pas l'huile. J'ai même seulement prêté chez la voisine. Donc, il faut comprendre la psychologie de la femme. Et ne plus s'amuser avec. Et si l'homme là était vraiment sincère, mais ce qu'il est plus que, j'ai pas envie de l'insulter, mais naïf, voilà, merci beaucoup. J'ai voulu dire un mauvais mot. Naïf. Il est naïf. Il veut dire quoi, Mougou? Non, oui, Mougou. Il est naïf parce que quand tu investis de l'argent, quand tu travailles de l'argent quelque part, ton salaire entre, tu prépares ton mariage. D'abord, ce n'est pas toi qui prépares ton mariage. Ta compagne et toi, vous pouvez décider du lieu de votre mariage et peut-être de quelques artifices. Ah, vous décidez quand même. D'accord? Oui. Mais le mariage en lui-même est organisé par les patriarches des deux familles. Ça veut dire que c'est ta propre famille qui garde l'argent. Absolument. Ta propre famille qui garde l'argent. Maintenant, quand ta famille a fini de garder l'argent, je sors par là, ta famille dit que comme il y aurait une réception chez la belle famille, nous pouvons leur donner 200 000. Et défalque 200 000 que tu donnes à ta belle-mère. Que maman, voici mon petit truc pour compléter ce que tu vas organiser ici. C'est tout. C'est tout. Donc voilà. Non, Florazé, non, il y a Haribel, on est à 10h32 minutes, je vous en prie. Alors Haribel, un petit mot également sur ce sujet rapidement, puisqu'on prend les SMS après. Donc on est vraiment pris par le temps. Oui. Oui, c'est que moi je vais dire à ce monsieur, puisqu'il a demandé un conseil, c'est de rester tranquille. Si elle ne t'a pas barré, tu fonctionnes avec elle, tu considères que tu l'as épousée. Tu as adopté, tu as tout fait. Non. Tu fonctionnes avec elle. Ma fille, tu donnes un mauvais conseil comme ça. Non, quand elle ne te chante plus à l'oreille que B, on fait comment? Tu ne viens pas voir mes parents. Tu l'as adopté. Et si tu es même fertile, bombarde les enfants. Bombarde les enfants. Ah, tu sais quoi? Mais cet homme ne sera jamais. L'homme qui a piégé la femme. Mais je veux également dire aux hommes. Elle a bouffé sa dot. Parce que je suis sûr que dans ce cas,
sont deux individus qui vivent ensemble, peut-être depuis plusieurs années. C'est ça également le piège. Quand vous acceptez, pas ce week-end. Non, pour beaucoup, Haribel, c'est que le monsieur est couché, est dans un studio et tout, il prend une jeune fille, et il dit c'est derrière sa femme. Donc on fait 5 ans, 10 ans ensemble, on commence à planifier le mariage ensemble là. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et puis après, les deux qui se piègent. Parce que maintenant, quand la femme peut-être estime qu'elle a assez attendu, parce que je suis sûre que dans cette histoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour que cette femme, après plusieurs années, décide d'agir ainsi, moi, à 100%, je ne vais pas jeter la pierre à cette dame. Parce que comme je le dis, oui, dites également aux hommes, quand ils veulent prendre des femmes pour épouses, d'aller dans les familles et aux femmes de rester chez elles. Attendez votre mari chez vous, chez vos parents. Parce que pour éviter ce type de problème, elle a accepté, elle a pris l'argent, ok, d'accord. Haribel, je pense que Florazé a pris ton temps. On va prendre les différents messages, Florazé. Haribel et moi, on était pratiquement sur la même longueur d'onde. Alors, la femme aime l'argent, c'est vrai. Mes réactions, déjà, pour rappeler aux téléspectateurs qui peuvent réagir au 657 43 61 et 45. En tout cas, le numéro s'affiche au bas de l'écran. Voilà. Et même sur notre page Facebook, dit le Zénith. Ça, c'était pour me frapper dans la lecture des SMS. Alors, la femme aime l'argent, c'est vrai. Autre réaction, la femme a très mal agi dans cette histoire. Au moins, l'homme a vu son vrai visage. Une autre réaction pour ce matin. Voilà, d'ici, est-ce que les... voilà. Autre réaction par SMS, parce que j'y arrive, excusez-moi. Voilà. Nous sommes tout de suite, nous sommes... il y a tellement de réactions ce matin. Est-ce que c'est ça change en français? Alors, bon, Florazé, on va reprendre oui, évidemment le train de l'émission. Oui. Madame, Monsieur, merci infiniment de rester avec nous sur Equinox Télévision. Voici la colère de Auréole Choumi. À tout de suite. Bobo Began, ce matin, je suis fâché. Quand tu sors de chez toi le matin, tu dis, je vais au travail. Vrai ou faux? Mais lorsque nos voisins, là, qui conduisent les engins à 2 roues, quand ils sortent, ils disent quoi? Je vais au chantier, je vais pointer, je vais tacler, je m'en vais me débrouiller. Ce matin, je m'intéresse à la situation des mototaxis au Cameroun. Le 30 juillet 2013, un décret de 15 articles signé du Premier ministre Yann Philémon fixait les conditions et les modalités d'exploitation des motocycles à titre onéreux. 9 pièces sont obligatoires pour ceux dits benskinners au Cameroun. On va citer une licence spéciale de transport de catégorie S2. On va citer une carte de transport public routier, la carte de contribuable, la police d'assurance en cours de validité, une immatriculation avant exploitation, une carte grise, naturellement un numéro d'identification attribué par la commune du ressort du lieu d'exploitation, entre autres. Le même décret renseigne qu'il sera exigible à tout conducteur de mototaxi 11 équipements lors de chaque contrôle routier. Le réservoir de carburant doit être peint en jaune, un casque de protection pour le conducteur, un casque de protection pour le passager, un trousseau de dépannage, un pare-choc avant, un pare-choc arrière, un chasuble numéroté par la commune d'arrondissement, etc. Notons qu'en 2008, notamment le 31 décembre 2008, un autre décret fixait déjà les conditions d'exploitation des motocycles à titre onéreux. Les administratifs camerounais voyaient déjà que cette activité s'imposait comme une alternative aux moyens de transport conventionnels. Certaines statistiques non officielles ont permis de comprendre que les seules villes de Douala et de Yaoundé disposent à elles seules de plus de 250 000 motos en circulation au quotidien. Mais on parle là d'un secteur toujours hors de contrôle. Les conducteurs de mototaxi sont jusqu'ici les maîtres du jeu. Ils défient toutes les règles de base
qui régissent la circulation routière avec le non-respect des feux tricolores, la conduite en état d'ébriété, l'absence des feux clignotants, parfois l'absence des phares même dans la nuit, les phares fantaisistes, les tapages nocturnes, 0 pièce d'identification, absence de permis de conduire, conduite dangereuse sur trottoir, conduite dangereuse sur terre plein centraux, violation des sens interdits, stationnement anarchique, cortège funèbre sauvage et barbare, nuisances sonores, injures publiques, agression physique des usagers de la voie publique. Le chapelet est loin d'être exhaustif. Pire encore, c'est le métier qui a réussi à extirper des ateliers, des champs, des écoles, des universités, des bureaux d'entreprises publiques, parapubliques et même privées, une main-d'œuvre abondante et hautement qualifiée. C'est le métier qui a réussi à séduire les maîtres, les enseignants, les instituteurs, les gardiens de prison, des policiers, des gendarmes et même des militaires. L'activité autrefois marginale au Cameroun, mais aujourd'hui très populaire, a même séduit le chef de l'État. Souvenez-vous, le 11 février 2014, il avait alors instruit à Grégoire Owena et les autres départements ministériels en charge de la professionnalisation des secteurs d'activité de mettre sur pied un programme d'encadrement, de gestion et d'organisation de cette profession. Nous sommes en 2018, suivez mon regard. En leur temps, ici à Douala, Joseph Betty Assomo et Bernard Okalia Bilay ont presque réussi à canaliser ce secteur d'activité. Mais les habitudes ont la peau dure. Aujourd'hui, Douala continue de croupir sous le poids d'une activité ultra dangereuse et préfets et sous-préfets et maires des communes d'arrondissement prouvent chaque jour qui passe, Eric Fopoussi, leur incompétence à gérer ce secteur d'activité. Ainsi se porte le Cameroun. Alors, il y a un principe quand même qui me semble fort intéressant. Lorsqu'on parle de politique publique et de sciences administratives, on parle de l'État comme étant un monstre froid, l'État, le Léviathan, l'État qui dispose, comme vous le savez, du monopole de la violence légitime. Mais force est de constater qu'au Cameroun, le secteur des motocycles reste un secteur hors de portée de champ de contrôle de l'État du Cameroun. Alors, on nous fait le procès régulièrement que sur ce plateau, nous sommes un peu trop durs avec nos institutions, nous sommes un peu trop durs avec nos dirigeants, que nous sommes un peu dans l'exacerbation, dans l'outrance le plus souvent. Mais il faut dire que lorsqu'on observe ce qui se passe au quotidien, malgré les mots que nous cherchons pour adoucir la situation, on ne peut qu'au final se rendre compte que les mots que nous mettons sur les problèmes, disons les mots, les MOT, les mots que nous mettons sur les mots, les MAUX, sont relativement proportionnels. Parce que, il faut le dire, le Cameroun est un État de débrouillardise depuis très longtemps. Alors, cette question-là, cette question qu'on évoque ce matin a été réglementée dans des pays qu'on considère moins évolués que le Cameroun. Le Bénin, par exemple, a réussi à faire en sorte que le secteur soit réglementé. Pourquoi pas le Cameroun dans cette question? Je rappelle que, et c'est important de le dire, il y a un chiffre, au Cameroun, on compte 8 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres. Faites une remarque. De 8 millions de chômeurs à 10 millions de pauvres, ça veut dire qu'il y a 2 millions de travailleurs qui sont pauvres. Donc on comprend pourquoi, dans ces 2 millions-là, il y en a qui vont aller se réfugier dans cette activité pour, comment dire, arrondir les fins du mois. Bon, Bengan, il y a ce décret qui est cité par Auriol Choubi ce matin, celui du 30 juillet 2013, décret du Premier ministre qui réglemente, qui fixe le cadre réglementaire, le régime de cette activité, mais sauf que ce n'est pas respecté. Quand vous sortez dans la rue pour voir ce qui se passe, aucune moto n'a ce que vous avez cité, les casques et tout ce qui est ciblé, même les chasubles. À un moment donné, les communautés urbaines d'arrondissement, les communautés d'arrondissement avaient choisi des couleurs spécifiques à leur arrondissement. Mais ici, rien n'est respecté. On voit bien la difficulté que l'État a à mettre son empreinte. Comment comprendre ça? Mais ça fait partie de l'innovation. Apparemment, il existe un ministère de la Recherche et de l'innovation. Je ne me trompe pas. Madame Madeleine Chouenté, professeur voilà, Madeleine Chouenté. Voilà, c'est même un scientifique qui est à la tête. Donc, ça fait partie de l'innovation dans notre pays. Oui. Donc, on s'est retrouvé, comme il disait à l'entame de son propos, une nouvelle profession, mototaximan.
comme il y en a aussi des call-boxeurs ou call-boxeuses. Donc, je pense que dans l'établissement de notre carte d'identité, on met désormais profession mototaximan. Donc, c'est pour cette raison qu'effectivement, l'entrée dans une profession est réglementée. Et le Premier ministre a réglementé l'entrée à cette profession. Oui. Quand vous voulez être médecin, vous avez une formation, vous voulez être maçon, chaudronnier ou journaliste, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, oui, pour être mototaximan, voilà, l'État, le gouvernement a donc mis un cadre réglementaire et avec une persivité énorme. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez être enseignant, comme Jean Pascal, et vous retrouvez encore là, et sauf qu'à ce moment, je ne sais pas, il va mettre enseignant sur sa carte d'identité ou mototaximan, je n'en sais rien. Et bon, je rappelle que ce matin, j'ai été transporté par un mototaximan qui m'a dit être enseignant à Loum, je pense, et qu'il est actuellement en les vacances. Donc, et qu'il en profite pour joindre 2-3 bouts. Mais j'étais ahuri. J'étais ahuri. Dans le jour où vous serez porté par un sergent de l'armée. Non, je pense. D'accord. De la même manière, quelqu'un vous dit il a un master 2. Il a un master 2 en finance et comptabilité, mais il fait ses bersikines. Il a un master 2 en droit des affaires. Oui, j'ai rencontré un tout récemment qui avait une maîtrise en biologie. Voilà. Mais tout à fait. Il y a même un ancien de l'ESSEC qui a le diplôme d'études comptables supérieures de l'ESSEC. Il a son bersikine. Et plus nous, qui n'avons pas pu avoir le certificat d'études primaires indigènes. Nous y sommes, donc nous nous retrouvons là tous. Dans la débrouillardise. Voilà, dans la nouvelle profession. Oui. Voilà, dans l'innovation. Dans l'innovation. Oui, l'innovation sans recherche scientifique, soit dit en passant. Absolument. Oui. Non, en fait, c'est tellement grave que vous dites, M. Fokosi, que notre pays a mis tout le monde, vous l'avez dit, dans le règne de la débrouillardise. C'est-à-dire que même ceux que nous appelons opérateurs économiques, ils sont dans la débrouillardise. Il y a une entreprise que j'aime citer ici, je ne donnerai pas le nom. Il y a 5 ans, cette entreprise louait le matériel à une autre entreprise. 1 an après, mais l'entreprise qui venait prendre le matériel en location a prospéré. L'entreprise qui avait le matériel a mis la clé sous le paillasson. Précisément parce que on ne crée pas. Bon, pourquoi? C'est pas une publicité. L'entreprise cache le matériel à Razel. C'est pas une publicité. Donc, ça, il faut dire les choses comme ça. Maintenant, Cash a fermé. Et Razel est en train de prospérer. Oui. Donc, quand on ne peut pas, l'État n'accompagne pas ces opérateurs économiques au point de dire voilà ce qui sont dans les bâtiments, les travaux publics, quels sont les plans d'épanouissement. Est-ce qu'au bout de 10 ans, ces entreprises-là ne peuvent pas être des multinationales, c'est-à-dire aller gagner des chantiers en Guinée équatoriale, je ne sais pas, au Gabon, en RCA ou au Tchad. Or, les Tchadiens, eux, gagnent les marchés dans le Grand Nord. Les marchés de construction dans le Grand Nord. Je ne citerai pas ces entreprises ici, mais on le connaît. C'est pour cette raison donc qu'il y a cette déferlante-là où vous avez des diplômés du supérieur qui viennent s'engouffrer là avec... D'abord, vous avez le langage. Il a dit, il y en a qui violent même le feu, les signaux de signalisation, on conduit n'importe où. C'est-à-dire, vous avez fait l'école, l'enseignement supérieur à un niveau assez élevé, et vous venez avoir le comportement et les habitudes de celui qui, lui, a eu la chance de terminer son instruction au cours élémentaire de 2e année. Oui. Donc, vous êtes là, qui va tirer l'autre par le haut? Par le haut. Donc, malheureusement, vous allez vous engouffrer tous dans de la boue. D'accord. Et le Cameroun produit ça. Voilà donc l'innovation camerounaise. Oui, l'innovation camerounaise. Mais davantage, parce que les mots ont un sens, davantage une réelle incompétence dans la création de richesses au quotidien, la création d'emplois, pour que de nombreux Camerounais, lorsqu'ils vont à l'école, aient la chance de sortir de leur formation, d'avoir un travail décent et une qualité de vie qui soit en conformité avec les efforts qu'ils ont consentis. Et vous me rappelez là les propos du ministère Grégoire Ona. Oui. Lorsqu'il prend ce ministère, on a bien dit, c'était un ministère du Travail et de la Prévention sociale. Maintenant, c'est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Vous voyez donc le métier de Bensikin,
est venu chambouler même les engagements que nous avons pris avec les bailleurs de fonds. Absolument. On voulait passer de la prévoyance sociale à la sécurité sociale au Cameroun. Après, Grégoire, on a dit non, laissons cotisation volontaire. Oui. Maintenant, laissons ça. Il dit, Ben Sikiner, vous pouvez venir cotiser vous-même. Oui. Vous voyez comment l'innovation camerounaise a même chamboulé et les données sur le plan international, même les engagements pris par l'État du Cameroun avec le FMI, la Banque mondiale et les autres bailleurs de fonds. Mais sauf que cette innovation est une innovation nocive. Nocive. Puisqu'on voit très bien... innovation nocive, puisqu'on voit très bien les conséquences dans le quotidien. On sait que l'État a le monopole de la violence légitime, je l'ai dit ici, mais on voit bien les policiers aujourd'hui, ils ont de la peine à réglementer la circulation routière. On les voit avec des matraques dans des bâtons. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que les Bensikiner ont osé casser la tête d'un commissaire de police ici dans la ville de Douala. Voilà. Donc, et donc l'État qui le plus souvent est très facile dans sa manière de réprimer semble se dire bon, on laisse puisqu'ils ont la possibilité de cotiser à la CNPS. Voilà. Alors Florazé, il faut dire que l'activité de mototaxi, comme on dit ce matin, n'est pas une activité de la société camerounaise, hein. Ça existe d'ailleurs. Je rappelle même qu'aux Pays-Bas, en Hollande, il y a des vélos-taxis. Oui, ça existe. Oui. Donc il y a des vélos-taxis. Donc c'est une question de réglementation, qu'on respecte ce qu'on s'est dit, et on se rend compte que sur ce cadre-là, l'État du Cameroun ne veut rien respecter. Bon. Andamon fait comment? On parle que sur quoi? Comment ça? Oui, Eric Fopoussi. Mais parce que justement vivre dans ce désordre, comme pratiquement dans tous les domaines au Cameroun, ça procure du bien à pas mal de personnes. Vous allez même constater que des personnes haut placées sont entrées dans cette activité parce qu'ils sont à la fois la fonction et à la fois hommes d'affaires, certains ont même des taxis, certains ont même des motos qui les rentabilisent à la fin du mois, Eric Fopoussi. Après ce moment-là, comme vous êtes un homme d'affaires préoccupé par votre intérêt personnel, vous n'êtes plus préoccupé par la chose publique, hein, par votre vocation, celle pour laquelle vous êtes allé servir le peuple. Alors maintenant, je viens pour dire également qu'il nous faut... D'accord. De toutes les façons, il faut dire clairement hein, pour ce matin que l'activité de Ben Sikiner, comme on l'appelle de manière triviale et communément au Cameroun, est une activité qui malheureusement montre bien comment l'État du Cameroun a du mal à implémenter ses propres politiques publiques, et en la matière, la réglementation reste un véritable talon d'Achille. Alors, Roy Choumi, vous pouvez nous en dire quoi ce matin sur la question? Non, déjà qu'un fait encore plus grave, comme Bobo disait tout à l'heure, savez-vous que les gens partent de la Centrafrique, du Tchad, absolument, se retrouvent du Togo, se retrouvent au Cameroun et deviennent Ben Sikiner. Oui, absolument. Savez-vous que derrière cette activité au Cameroun, des étrangers obtiennent même les cartes nationales d'identité dans les commissariats de police? Oui. Oui. C'est extrêmement grave. Il y a des Maliens même. Que depuis 2014, que le chef de l'État a instruit l'organisation de ce secteur d'activité, Mbomoka parlait d'innovation, il avait raison, et vous avez ajouté innovation nocive. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Douala. Les préfets, je vais prendre le cas de Bernard Okali Abilaï, qui est l'ancien préfet du Vouri, aujourd'hui gouverneur du Sud-Ouest. Voilà. Oui. Il avait remis des registres à des communes d'arrondissement. Quand il est parti, celui qui l'a remplacé, qui est aujourd'hui gouverneur de la région du centre, Paul Béa, a lui aussi remis des registres aux communes d'arrondissement. Devant les maires, c'était ici à la salle des fêtes d'Aqua. Et le gouverneur de l'époque, Joseph Bétia Somon, a fait moult réunions avec les acteurs de ce secteur d'activité. Et c'est sous lui que d'ailleurs certaines entreprises sont mortes, ont commencé à fermer. Mais au-dessus de lui, au-dessus de sa très bonne volonté de réussir à organiser ce secteur d'activité, il y avait une mafia qui ne disait pas son nom. Et donc, le type de tuer a baissé les bras. Heureusement, aujourd'hui, il est à la défense. Il n'est plus derrière cette histoire. Mais la conséquence, c'est quoi, Eric Fopoussi? La conséquence, c'est ce qu'on vit à Bamenda, au sud-ouest.
Savez-vous qu'au Cameroun, il n'y a que 2 villes qui ont réussi à réglementer l'activité de mototaxi? Absolument. Il y a Ebolova et il y a Boya. Oui. Et pour réussir, il a fallu l'intervention d'une force militaire. C'est-à-dire qu'il a fallu l'intervention de 3e catégorie pour dire à ces gars-là, à Ebolova, on ne bâche pas sur la moto. Que vous soyez militaire, policier, vous ne bâchez pas. À Boya, pareil. Mais à Douala, non. À Douala, tout le monde a peur de toucher ce secteur d'activité parce qu'on se dit c'est une ville névralgique. Je vous comprends. J'ajoute même que le colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral a essayé aussi de réglementer parce que quand il y était, ça commençait à avoir une certaine bonne conduite, même malheureusement peut-être que le Bensikin l'a connu aussi. Bon. Ok, merci Auriol pour ces précisions très importantes. Alors, Aribel, que pensez-vous de cette activité des mototaxis au Cameroun? Comment c'est organisé? Comment ça se fait là? Oui. C'est une activité qui a beaucoup de problèmes. Je me rappelle à l'époque, tu te rappelles, Auriol Choumi, quand on a Betty Assomo, le gouverneur, qui a eu à éteindre les coupeurs de route au nord, on l'a envoyé en sapeur-pompier ici, au littoral, d'aller régulariser les bains sécuritaires. Il est arrivé, ça l'a dépassé. C'était son principal chantier. J'ai dit, ça l'a dépassé. Donc, c'est pour vous dire que c'est un métier qu'il faut donner les mains. Tu es à la maison, ton père ne parle pas, mais dès qu'il touche derrière la moto, il devient bavard. Il devient bavard. Dès que sa femme fait l'erreur, il sort les mots qu'il a appris là-bas au carrefour, dans les carrefours. J'ai dit, ils ont les mots. Tu es quelqu'un qui est toi timide, tu es né timide. Dès le moment où tu sors déjà de la moto, tu dis, non, ta vie change. Tu commences à insulter. Aujourd'hui, tu ne peux même pas prendre un petit frère au village, Eric Fopoussi, pour l'amener à Douala, le former en mécanique, en chaudronnerie. Non, il veut lui seulement la moto. Tu ne peux plus. Maintenant, c'est les vacances alors. Oh là là, tous les enfants, ils sont versés dedans. Les vacanciers sont versés dedans que vous. Ils sont là maintenant, tout le monde tacle avec la moto. C'est très grave, Eric Fopoussi. Ces gens-là, il faut vraiment, je ne sais pas, peut-être c'est le commandant Payou ou le... tacler. Ou c'est le commandant Payou, c'est qui, je ne sais pas qui. Mais je comprends. Ils ne peuvent pas parce que ce sont eux qui ont la majorité des motos dehors. Ce sont eux qui font entrer les motos au Cameroun. C'est pour ça qu'ils font semblant de faire comme si ça les dépasse. Tu comprends un peu, non, Choumi? Ils font semblant de faire comme si ça les dépasse parce que c'est leur business. Une ancienne main avec plus de 150 motos. Voilà, parce que c'est leur business. Faut pousser, c'est leur business. C'est pour cela qu'ils font semblant, ils nous embrouillent. Toutes les motos qui sont dehors là, qui font entrer les motos, c'est pas eux. D'accord. Ce sont eux qui font entrer les motos. Alors, merci beaucoup. Ça peut jamais s'éteindre. Merci beaucoup sur ce plateau, mais c'est davantage aussi pour masquer les difficultés économiques du Cameroun, puisque le Cameroun peine à créer de nouveaux emplois. Donc forcément, on cache la misère dans l'activité des Benskin pour bien contenir le malaise social, le gouffre social qui existe au Cameroun. On dit, bah, écoutez, débrouillez-vous, c'est dur, mais débrouillez-vous. D'ailleurs, il y a des gens qui ont cette pensée qui, moi, est assez ahurissante, parce qu'ils disent souvent le Cameroun, oui, c'est vrai, le Cameroun se porte mal, mais on parvient quand même à manger. Bon, ok, d'accord. D'accord, ok, si c'est manger comme ça, mangeons donc et continuons à vivre au Cameroun. Madame, Messieurs, que Dieu bénisse le Cameroun. Nous marquons une petite pause. On revient pour la deuxième partie dans un court instant. Sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, monsieur, pour cette deuxième partie que nous entamons avec un peu de sourire, puisqu'on a eu la chance, durant cette petite pause, de revenir quand même sur quelques faits majeurs du Cameroun concernant les Benskinners et comment ils sont si précieux et utiles au quotidien pour tous les Camerounais, parce que le plus souvent, vous devez braver de gros bouchons, et c'est eux qui vous permettent de faufiler entre les véhicules pour que vous soyez à l'heure à des rendez-vous. Donc c'est important aussi, en deuxième partie, qu'on puisse leur dire merci pour ce qu'ils font pour le Cameroun. Alors, Florazé, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est important parce que le Cameroun est devenu un pays de jungle et pour survivre... En cas d'accident de voiture, c'est une voiture qui vous apporte à l'hôpital. Donc voilà. Sans interdit et tout. Tu sais que vous avez allé pas bien à la cantine. Oui. Je peux vous dire que le Cameroun nous a permis d'être des gens durs et le Cameroun c'est un pays de durs. Donc quand vous suivez au Cameroun, vous pouvez vivre partout dans le monde entier. C'est clair. On va avec vous, Florazé, pour cette deuxième partie, prendre d'abord les différents messages qu'on nous envoie et ensuite on prendra la revue des réseaux sociaux. Tout à fait. Première réaction de cette seconde partie à Yaoundé, Soa Paul.
Alors, je pense que les activités, et l'activité des Bensekina est l'illustration parfaite de l'inertie de notre administration et même de la malgouvernance dans ce pays. On rappelle, les Bensekina sont majoritaires dans les actes de violence ici au sud et au nord-ouest. Voilà, ce sont les autorités qui laissent faire. Pour faire le lien dans ce qu'il dit inertie et malgouvernance, j'ai un ami qui a trouvé un synonyme au Cameroun. Il appelle le Cameroun le sommeillistan. Le sommeillistan. Donc les sommeillistanais. Vous savez, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Et donc il a trouvé sommeil pour dire sommeillistan. Un pays plongé dans une léthargie. Un tel niveau de latence. Voilà, c'est la sclérose. Hein. On a momifié les Camerounais de plus en plus. Oui, Flores. Votre réaction, ceux qui nous dirigent, hein, ou ceux qui dirigent le pays, ne respectent pas les lois. Comment voulez-vous que les motomènes les respectent en retour? Oui. Vous faites allusion à la convocation du corps électoral? Beaucoup de Un tour aussi, notre réaction. Quand une entreprise camerounaise se bat à recruter les jeunes diplômés, l'État brise les rêves en favorisant certaines multinationales qui prônent la débrouillardise. Absolument, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est pertinent. Ouais. C'est vrai. Et en cela, j'aimerais peut-être, pourquoi pas parler ici pour les PME, parce que il faut dire que ce pays est quand même une curiosité. Des fois, on a envie d'être doux, mais là, c'est clair que ça sort du commun. Comment se fait-il que l'État puisse devoir près de 750 milliards de francs CFA aux PME et qu'un ministre vienne dire qu'il va lancer l'audit et que l'audit n'a pas encore été révélé dans ses résultats? On nous parle de 32 milliards de francs CFA qui décident déjà du taux. Donc 32 milliards sur 750 milliards. Qu'est-ce que ça représente? Ça vaut quoi là? Rien. Et vous voyez ailleurs, le chef d'État, quand il voyage en visite officielle quelque part, il a dans le même avion ses opérateurs économiques. Oui. Et c'est bien le président turc qui a négocié le passage ici pour le chantier. Et il vient même avec les manœuvres turques. Voilà. Et là, le ses biscuits turcs aussi. Et nous, on n'a pas un président qui sait. On dit que le Cameroun est la locomotive de la sous-région. On sait que la Guinée équatoriale est à construire, la Centrafrique est à construire, et il a des entreprises camerounaises, présentées par les Camerounais qui sont dans les bâtiments et les travaux publics. Il ne fait rien. D'abord, ne va même pas au sommet de la CEMAC. Bon, il y a des gens aussi dans ce pays d'ailleurs qui estiment que tout va bien. D'ailleurs, ils se mouchent les... Non, ils savent que tout va mal. Ils savent, mais ils tiennent un discours différent. On a avancé un terme ici, sur ce plateau tout récemment. On disait que le Cameroun importe, ce qui est d'ailleurs vrai, le Cameroun importe tout, même le cure-dent. Alors, quelqu'un m'a dit que ailleurs, ce sont les artisans qui font ces cure-dents-là. Voilà. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Que les artisans camerounais sont nuls? Il dit, bien sûr. J'ai dit, non, c'est l'État du Cameroun, à travers un ministère qui est d'ailleurs chargé de les accompagner, qui n'est pas suffisamment sur le travail opérationnel pour que les artisans puissent être encadrés comme il faut. Est-ce que c'est un Camerounais qui a tenu ce langage? Oui, bon. On sait qu'il est hors la réalité, c'est clair. Il ne sait pas que jusqu'à hier, en 1980, les peignes que les femmes utilisent pour les cheveux étaient fabriqués au Cameroun. Et étaient dans la région de Ndom, par exemple, et tout, qui venaient là. Même quand les femmes défrisaient leurs cheveux, les peignes qu'on utilisait en chauffage, quelquefois, au près de tout, étaient faits au Cameroun. J'ai vécu ça. Donc, et je vous assure que ce soit Polytechnique à Yaoundé, les élèves, les étudiants ont fait des mémoires pour comment améliorer toutes ces choses-là. Au Cameroun, vous avez la promotion. La première promotion des ingénieurs formés à l'université de Douala a produit des étudiants qui peuvent transformer le plastique en pavé. L'État en a fait quoi? Mais sauf que quand vous avez un projet aussi intéressant, vous allez voir un fonctionnaire, il prend le projet, il lit, il sait qu'il est possible qu'il puisse vous aider à avoir un encadrement, et il vous dit, ma part dedans, c'est quoi? Voilà, c'est la première question. Florazé. Le chômage au Cameroun est le résultat d'un système éducatif très malade. La course au diplôme prime sur le savoir-faire. Pas tout à fait. Bon, ça a dégringolé. Hein. En fait, c'est que lorsque l'État a décidé de privatiser l'école, c'est là où ça allait mal. Toutes les écoles qui étaient, que ce soit le CUS, Polytechnique, les CJ, les SEC de Douala, l'école normale supérieure, l'ENSET ici,
même tous ces gars qui étaient formés au Cameroun étaient sollicités, allaient partout. Oui. Donc c'est à un moment donné de l'histoire du Cameroun que tout a chamboulé. Voilà. Très délinquant, c'est Ben Skinner. Il ne respecte rien. Eli Boumbi qui réagit. Bon, en même temps, c'est pas à eux de se faire violence. C'est l'État qui comme vous le savez... On va faire ce qu'on veut parce Oui, qu'on mais est, non, pas ce qu'on veut. Je veux dire que... Non, Florazie, on est avec un... gérer un pays... Je suis d'accord. Gérer un pays, c'est gérer les problèmes. Gérer un pays, c'est Et les gérer les mentalités, problèmes. alors, les mentalités. Et surtout les contradictions sociales. Oui. Justement, les mentalités viennent dans la gestion de contradictions sociales. Bien sûr. C'est bien le préfet qui qui délivre les licences d'exploitation de vente emportée. Il autorise les ventes emportées à côté des établissements scolaires. Et vous allez donc empêcher les citoyens de venir boire là où l'État a autorisé la création d'une vente emportée. Ou d'un bar danser. Les motos-taxis, dans tout et pour tout, la faute revient à notre gouvernement qui regorge beaucoup d'incompétents dans leur service. D'accord, merci beaucoup Florazie pour ces différents messages. D'ailleurs, merci également aux différents messages qui nous sont envoyés parce que ça nous permet d'avoir une lecture claire de ce que pensent les Camerounais, des sujets que nous mettons aussi sur la table. Et tout de suite, on va en mettre d'autres d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup à dire sur les réseaux sociaux avec vous Florazie. Tout à fait, Eric Fopoussi, on parle de ce plan. 3 informations pour ce jeudi. Plan d'urgence dans les régions anglophones, on en parle encore. Et puis, sous la houlette, on le rappelle, du ministre Jacques Famdongo, dans le sud cette fois-ci, qui réussit à cotiser une rondelle somme de 120 millions de francs CFA. On rappelle qu'en sa qualité de chef donc, de délégation régionale permanente et surtout du parti au pouvoir, le RDPC, pour le sud et par ailleurs membre du bureau politique. Donc le ministre a rassemblé les populations de la dite région, justement à la maison du parti du RDPC, pour donc exprimer leur adhésion déjà à l'élan de solidarité prescrit par le président de la République, justement en faveur des populations liées, victimes des exactions dans le nord-ouest et le sud-ouest. On rappelle également qu'avec à cette collecte, pour donner un peu plus de poids à l'invitation à lui adressée par les élites du Sud, on a pu voir pour la Tangadi également qui est venu soutenir et puis qui t'a accompagné également du fonds Chafa. On rappelle également que Phyllis Ngelengela, en sa qualité aussi de coordinateur régional du plan d'assistance humanitaire d'urgence, a rappelé que l'opération va donc se poursuivre dans les 4 départements et les 9 arrondissements. Eric Fopoussi, on est à 120 millions de francs CFA. Il y a un mot pour décrire ce que vous venez de nous dire ce matin sur Equinox, c'est l'indécence. C'est indécent et je vois des sourires là sur les images. Alors que des Camerounais sont en train de mourir. Et encore hier, il y a eu une attaque à Babadjou dans l'ouest du Cameroun, dans le département du Bamboutos. Donc la crise continue à s'étendre à d'autres parties du pays. Donc clairement, quand je vois des souris comme ça, c'est pour dire que tout va bien. Et pourtant, on sait très bien que nous sommes en train de frôler le pire dans ce pays. Alors, bon, Benga, nous avons suffisamment dit que ces collectes de fonds, au final, n'ont qu'un seul but, c'est de faire une fuite en avant. D'abord, lorsque le préfet du département de l'Océan allait à cette collecte, il est passé par Edea. Il est arrivé à Yaoundé pour aller dans la région du Sud. Non, alors qu'il aurait bien pu passer par Acom 2 et arriver à Ibolova. Donc, et ils peuvent collecter de l'argent, oui. Et ils ont l'argent, ils peuvent collecter de l'argent et ils laissent donc exprès que les populations ne puissent pas. D'abord, merci monsieur le préfet. Est-ce que ce Joseph Ona peut aller chez lui en Vengue? J'ai dit non, bon, il va parce qu'il a les 4x4, mais est-ce que la population de Vengue, qu'on a appelé pour cotiser et donc on ira là-bas, peuvent aller facilement? Zoétélé qui a formé plus de ministres. Parce qu'il faut dire des choses. Zoétélé a produit plus de ministres que presque toutes les autres localités là-bas. Oui, est-ce qu'on peut aller facilement à Zoétélé? De Zoétélé. Voilà. En Bembis. Non, soyons sérieux. Oui. Des gens, comme disait Ateba Yéné, les paradoxes du pays organisateur. Donc voilà les gens que, pour cette raison que je vous dis que le concept d'élitisme qui est né en Europe au milieu du 19e siècle est un mauvais concept.
C'est-à-dire qu'on a amené, vous avez parlé tout à l'heure de sclérose, on a sclérosé, on nous a momifié, oui, parce que justement c'est les élites, c'est le travail des élites. Il vous dit, mais restez tranquille, on réfléchit pour vous. Nous avons transmis acquis de droit. Maintenant, les acquis de droit viennent là. Donc vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous mouvoir et les gens viennent vous écraser. Même votre 5 francs qui pouvait vous aider à acheter l'huile parce que ou même le pétrole parce qu'il n'y a pas de courant électrique. Bon, voilà. Bon, ce que vous dites est tellement vrai parce que dans le libellé des collectes de fonds, on comprend bien que les fonds sont allés de 500 francs CFA à 20 millions de francs CFA. Donc il y en a qui ont cotisé 500 francs CFA qui auraient pu leur servir de pitance. Oui, le pétrole, parce qu'il n'y a pas de courant, il achète son pétrole au moins pour chauffer la nourriture la nuit. Oui. Et pour aller peut-être, voilà, même lorsque les fourmis maniants vont envahir la maison la nuit, il faut au moins mettre le pétrole, voir là où... Oui. Lui, on te demande de donner les 500 francs là. Voilà, dans une partie du pays voilà, très enclavée. Alors que les femmes d'Ongoé peuvent cotiser l'argent pour bitumer même la route de Kribi et Boleva. Voilà, voilà. Et même pourquoi pas terrasser de nouvelles voies pour que les gens se déplacent facilement. Alors, Auriel Choumi, quelle est votre réaction suite à ce montant qui est savamment publié et vanté par les élites du Sud? Je ne fais que dire, depuis que nous parlons de la crise anglophone et de ces différentes cotisations, que ça me fait vraiment rire. Venant du centre-sud, ça me fait particulièrement rire. Il a parlé tout à l'heure de Mvengue. Vous pensez que c'est loin de Yaoundé? C'est pas loin de Yaoundé. Bien sûr. La route, quand vous prenez Pambankomo, vous êtes à 115 km de Yaoundé pour arriver à Congo. Mvengue, vous avez encore pratiquement 22 km. Nkulungui, Angwanfeme, Olama, Tinga, ce sont des villages qui sont proches de Yaoundé. Mais je vous ai dit, et qui ont d'ailleurs des recteurs d'université, qui ont des hauts cadres de l'administration, qui ont des hauts cadres de la CNPS, là-bas, dans ces villages-là. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de lumière, je le dis depuis l'autre jour, avec des chutes de réseaux téléphoniques. C'est-à-dire que vous avez un endroit dans le village où il y a des chutes de réseau, vous pouvez capter une barre qui part et qui revient. De temps à autre, c'est là-bas que vous partez, essayez de téléphoner. Mais vous êtes quand même surpris que de deux choses. Première chose, c'est que presque toutes les maisons, ou tous les... comment est-ce qu'on appelle les cases là en Bombok? Le nom m'échappe, les boucaros. Tous les boucaros qui sont construits par les hommes, parce que c'est une tradition là-bas, ont les photos de la campagne de 2004, de 2000... là où on parlait de priorité infrastructure routière, et c'est encore affiché. Tout ça est là. Mais on vous dit aujourd'hui que les gens cotisent 120 millions et ils se mettent à rire. Ils se mettent à sourire, ils se mettent à s'embrasser. Qu'on va cotiser 120 millions. Donc ça veut dire qu'on pouvait même cotiser les 120 millions pour ne serait-ce que s'offrir quelques pompes d'eau potable. Absolument. Au moins sur des pompes d'eau potable. Et peut-être qu'il n'y a même pas de bétadine dans les centres de santé. Vous comprenez? Dans les centres de santé. Je vous ai dit que pour certains villages là-bas, il y a des lycées de la 6e en terminale avec 4 enseignants. 4, M. Fokoussi, un enseignant de français, d'un anglais, d'un espagnol ou allemand en fonction de ce que lui-même il a fait à l'école. On continue de dire que la solution n'est pas la collecte. Bon, je suis d'accord. Le ministre Fameux Nongoué dans son rôle, vous savez que c'est d'ailleurs l'homme des 500 000 ordinateurs. C'est son rôle. Lui, le gars, lui, il est dans son one-man show. Quand vous le regardez sur les plateaux de la chaîne nationale, il est toujours assis là, avec le très bon français, savamment dosé. Un sémiologue et tout voilà. Ce qu'on peut imaginer. Mais seulement, j'aimerais voir le ministre de l'enseignement supérieur là-bas à Bamenda. Parce qu'il y a des universités là-bas. À Bambili, par exemple, où on va le dire clairement, hein, les étudiants ont souffert de cette crise et continuent à souffrir de cette crise. Alors, mais c'est qu'il faut clairement dire ce matin, et c'est là hein, qu'on retrouve le point commun du gouvernement actuel au Cameroun, c'est la jouissance. Et quand on voit sourire, comme on a vu sur les images tout à l'heure, c'est pas anodin, puisque lorsqu'il y a une conférence ou un séminaire à Yaoundé, il y a toujours le 11e point où des gens viennent manger, des gens viennent se pavaner. On oublie même qu'on est venu réfléchir sur un problème qui va aider les Camerounais. Et que sans ça,
Et que sans ça, un ministre n'arrive pas dans une localité sans que les gens n'aient cotisé. Voilà. On cotise pour le recevoir. Pour le recevoir. Et il repart avec pour s'acheter du bon vin. Suivez mon regard. Quand on dit il repartit avec son vin, ce n'est pas le vin de Pâques. Et même les boucs qu'on devait donner plutôt au bon boc, on les lui donne. Chacun même les boucs et les planches. Chacun prêche pour sa chapelle. Ils sont africains. Ils ont mangé, ils peuvent acheter les boucs. Pour le cas du ministre. J'ai vu des ministres qui sont avec la même Bombok aussi. Ils sont chefs auxiliaires d'administration. Mais le bon ne peut pas porter ça. Alors, Haribel Varaspan, comment dire un mot sur cette collecte de fonds des élites de la région du Sud? Moi, je dis que ce sont les récupérateurs. Oui. Et c'est le plan. L'affaire a commencé depuis l'année passée. Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Comme ils ont vu que c'est une année électorale, chacun fait le one-man show, chacun sort dans son trou pour montrer à Paul Biya qu'il travaille. Vous récupérez quoi quand les gens meurent? Vous faites quel genre de récupération quand les gens sont en train de mourir, les enfants des gens sont en train de mourir, les enfants des gens ne fréquentent pas. Vous récupérez vraiment quoi? Vous voulez vraiment montrer quoi à Paul Biya? Que vous travaillez vraiment quoi? Si vous voulez vraiment lui montrer que vous travaillez, allez à Bamenda, allez au sud-ouest, parce que là-bas c'est grave. Au sud-est maintenant, il faut pour si je te dis, les francophones qui font la ligne du Nigeria ne s'en sortent plus là-bas. Moi j'ai un frère qui a failli mourir là-bas. J'ai dit, on l'a pris dans le cas, on a dit francophone, dis ça, anglophone, dis ça. Mawe il lie, my hand go show, say, il dit lie. Il dit, même si they for my hand, tant que I go put my hand, so if na francophone, il don't lie. Go for side for anglophone, il go tell me. Ils prennent la main, ils font comme ça là. Dès que c'est sur la carte d'un francophone, ça fait. Il prend, il dit, faut pas si, naou. Si tu as fait le retrait, tu allais au camp des anglophones, tu es mort. Oui, si tu as fait le retrait, tu allais au camp des anglophones, tu es mort. Je dis ce que mon frère a traversé mercredi passé, il partait au Nigeria acheter la marchandise. Et on était deux dans le cas, un bout derrière un bazou. On l'a récupéré, on est allé les aligner à un endroit où il y avait les corps versés là-bas. On a demandé au cas de partir, de go kill them. D'accord. Heureusement que Dieu de Koufi était avec lui et on les a libérés, les passagers, le chauffeur. Et on voit, ils ont prié. Et avec ça, Haribel, c'est pourquoi on veut bien être doux dans les mots qu'on emploie pour dénoncer ça, mais on n'a pas le choix. Avec ça, on ne peut pas être tranquille lorsqu'on voit des ministres sourire autant, alors que la situation humanitaire est aussi désastreuse dans ces parties du pays, alors que l'économie du pays est autant menacée par cette situation. Donc c'est clair qu'on va en parler jusqu'à ce que les choses changent, jusqu'à ce que ça bouge. À votre suite, que la CDC, qui est le deuxième employeur après l'État du Cameroun, est presque en cessation d'activité. Absolument. Absolument. Voilà. Alors, Florazé, c'est ce qu'on pouvait dire ce matin, madame, monsieur, sur ce gros dossier. Vous comprenez bien que le dossier va continuer à être épluché jour après jour sur notre antenne. On va, avec vous, Florazé, prendre l'autre information, la deuxième. Avec la deuxième, oui. Ce jeudi. On parle justement des réductions des dépenses. Une initiative aussi du chef de l'État qui décide d'arrondir les quotas de consommation de téléphone par les administrations publiques pour l'année 2019. Et puis dans le cadre de la préparation justement de la loi des finances pour l'année 2019, l'on apprend justement cette information. Et puis parmi les objectifs fixés, on le rappelle, par le chef de l'État, donc celui-ci donc prescrit le réajustement des inscriptions budgétaires en tenant compte, on le rappelle, des mesures de rationalisation liées justement aux dépenses excessives, à des quotas qu'il va falloir revoir en termes de consommation téléphonique. Eric Fopoussi. Donc par cet acte aussi, le président de la République entre dans cette mouvance des mesures éditées afin de réduire le train de vie de l'État. Avant la réduction, il faut d'abord que l'État puisse payer la dette due à ces entreprises-là, puisqu'elles croulent aussi sous le poids de cette surconsommation, mais une surconsommation qui n'est pas payée, dont la machine économique est ainsi rayée, est ainsi la mécanique est bloquée par ce non-paiement. Alors bon, Bengan, le président Paul Biya semble avoir enfin accédé
aux injonctions du FMI qui a clairement demandé au Cameroun de rationaliser son budget. C'est vrai que c'est pas encore ce qu'on pourrait attendre sur le plan de la force même des mesures, mais c'est un commencement. Est-ce que vous y croyez? Vous pensez qu'ils peuvent réussir à Yaoundé à baisser leur consommation d'eau, à baisser leur consommation de crédit téléphonique, puisque les gens appellent qui ils veulent, ils appellent la famille. C'est l'État qui paye. Ils en profitent. Voilà comment ils vont fonctionner. Parce qu'ils le font souvent. Vous savez, vous qui maîtrisez les termes. Oui. Facilité des élargie de crédit. Oui, la FEC. Et nous avons bénéficié de la première partie. Il faut négocier la deuxième tranche. Oui. Donc en fait, c'est pour cette raison que vous voyez le ministre des Finances déployé. Il va donc, les résultats qu'il va présenter au FMI, c'est que de telle période, en 2016, on était assis, en 2017, voilà, maintenant on est à tel niveau. C'est-à-dire qu'entre eux, ils vont se dire, bon, réduisons quand même, puisqu'on a nos portables, réduisons quand même pour essayer de bénéficier aussi de l'autre qualité. Mais ce n'est pas une politique pour d'assainissement des finances publiques. C'est ça le problème. Donc là, vous avez raison de vous inquiéter. Et c'est comme ça que ça va se faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que si j'y pèse 1, si j'y pèse 2, on nous disait que c'était la haute technologie, de point que même au Canada, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on ne parvient même pas à maîtriser le nombre de salaires. Donc le fichier de l'État n'est pas maîtrisé. L'État ne connaît pas le nombre de ses salariés. Donc quand vous le connaissez, donc vous allez contrôler comment la consommation. Dernièrement encore, l'entreprise qui distribue l'énergie électrique les réclamait, je pense, environ 100 milliards de francs. 100 milliards de francs. Voilà, l'eau, vous avez une facture d'environ 50 milliards de francs. Et la Camtel aussi, la Camtel aussi était obligée de couper les connexions dans beaucoup d'administrations publiques. Donc, regardez, à un moment donné, on coupe le courant électrique, même dans les bases militaires. Et voilà comment vous allez expliquer ça. Donc, ils vont trouver une formule là pour dire à Christine Lagarde que oui, voilà, on était en consommation de sang. Maintenant, on a quand même fait l'effort, on est à 80, 75. Bon, vraiment, essayez de nous donner le peu qui reste là. Le décaissement qu'il faut. Oui, bon, mais c'est ça qui est quand même terrible parce que, et c'est d'ailleurs pourquoi l'information de ce matin est assez importante pour les Camerounais, c'est de comprendre ce qui se joue. Ce qui se joue, ce n'est pas une volonté. C'est pas que le gouvernement actuel a eu un beau rêve hier nuit et s'est dit, le train de vie de l'État est très élevé, il faut qu'on le baisse. Non, c'est pas ça. C'est le FMI qui a décidé de mettre son nez dans l'exploitation, dans l'utilisation de l'argent qu'on nous donne tous les jours. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses. Quand il dit l'ancien ministre des Finances qui est maintenant à l'économie, aurait pu dire au niveau, par exemple, de la consommation du carburant, bon, les bons de carburant qu'on donnait aux sous-directeurs au TUC, on les réduit à temps. Le nombre de séminaires, ateliers qui ne servent à rien, on les réduit. Comment vous appelez ça? Présentation de vœux de certains ministères. Voilà des choses qu'on ne doit plus voir. Donc, il y a beaucoup. Voilà, ils ont dit, le Premier ministre a dit, je ne veux plus de voitures CA. Les week-ends, mais tous les week-ends, ils sortent avec les voitures. C'est avec d'abord ils se mettent en mission. Et il faut voir comment il les détruisent ces voitures en surchargeant et les régimes de plantain et les gros sacs de macabo. Non mais c'est le Cameroun tel qu'il. Non mais c'est le Cameroun, je vous assure. Alors oui, Choumi. Non, simplement dire que c'est une fuite en avant. Vous avez compris, l'enjeu derrière, c'est le financement qui devrait arriver du FMI. S'il constatait qu'il y a une volonté. Et c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous pensez que si réellement on veut réduire le train de vie de l'État camerounais, on s'intéresserait à ces histoires de téléphone? Monsieur, je vous rappelle que les opérateurs de téléphonie mobile nous ont déjà montré que tu peux mettre 100 francs, tu tapes un certain code qu'ils t'ont indiqué, tu obtiens 10 000, 10 800. Voilà. C'est-à-dire que tu passes toute la journée à appeler. Donc, les factures de téléphone ne sont pas que le vrai problème de l'État. Le vrai problème de l'État, c'est l'utilisation de toutes les ressources mises à leur disposition. Une exagération en tout, mais surtout le fichier solde de l'État. Si vous ne parvenez pas à avoir un regard sur votre fichier solde, vous passerez par quelle alchimie pour venir dire aux gens
facture d'électricité, facture d'eau, facture j'allais dire carburant, oui. Téléphone et autres. Donc, on est là dans la politique habituelle. Hein. Oui. On est là dans la politique habituelle. Le saupoudrage. Voilà. On va faire le saupoudrage. Je rappelle que dans un récent rapport, la Banque mondiale, là encore une institution de Bretton Woods, avec les remords dit que le Cameroun est en train de s'enfoncer dans un gouffre terrible parce qu'il y a chez nous ce qu'on appelle les comités ad hoc, les commissions, les conseils qu'on crée pour X ou Y. Je rappelle qu'il y a une commission de la route, il y a une commission, je ne sais pas, des canapés. Enfin, on fait des commissions pour tout et pour rien dans ce pays et qu'on y met des membres qui par jour peuvent avoir 300 000 francs de rémunération. 300 000 francs par jour. Donc s'ils font 10 jours de travail, ça fait 300 000 francs x 10 pour des fonctionnaires qui ont d'abord un salaire au préalable. Non mais au final, qu'est-ce qu'on nous fait dans ce pays alors que les Camerounais suffoquent? On a 10 millions de pauvres, 8 millions de chômeurs. Oui, Auriol. Oui. Juste dit Eric Fopoussi que l'article 2, le Cameroun est un pays vraiment extraordinaire. J'ai vu les nominations de certains ministres quand Ouattara est arrivé au pouvoir. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe le temps à lire sur les antennes les rémunérations, les primes qui accompagnent l'activité du ministre. Au Cameroun, on dit article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Oui. À vous d'aller fouiller la réglementation en question. Pour comprendre. Et quand un confrère a commencé à mettre à nu les salaires des directeurs généraux, des ministres et tout, certains ont voulu faire de l'agitation, ils se sont même retrouvés sur des plateaux télévisés, mais ils n'ont pas réussi à convaincre les Camerounais que, monsieur, voici votre salaire réel. Et que c'est exagéré. Et que c'est exagéré. 40 millions de francs CFA pour un seul individu par mois dans un pays où le SMIC est de 36 250 francs. Un individu finit un mois. Les Marocains qui étaient venus diriger la CDE, tous les week-ends, les gars partaient à Casablanca. Le directeur prenait sa part, près de 10 millions, il donnait 5 millions à ses frères, 2 millions. Les gars partaient le vendredi, ils revenaient le lundi. Pendant ce temps, les petits Camerounais qui travaillaient là-bas n'avaient même pas 150 000 francs le mois. Le Cameroun devenu la vache à lait de ces Marocains arrivés au Cameroun. Et là, le peuple continue, le bas peuple continue à suffoquer sur les benskins pour joindre les ordures ménagères. Parce que dans ce pays, les gens ont réussi à louer leur domicile à l'État. Les gens ont réussi à louer. Ça veut dire qu'un monsieur est nommé à un poste, puisqu'il a droit à un domicile de fonction, il prend son domicile et il loue à l'État. Et l'État vient tous les jours faire les travaux. C'est comme ça, c'est vrai que les gars inventent ils inventent les problèmes. Ça veut dire que tous les jours, ils cassent un mur pour ce pays. Ça revient donc à ce que vous disiez tout à l'heure, où on vous dit que le pays va bien. Oui, le pays va très bien. Ils cassent un petit mur, ils disent, bon, il y a une petite panne là, on a un petit fil là, un court-circuit, il faut casser le mur. Et c'est les millions. Justement, les dépenses. Et moi, je toujours dit, combien, on a combien de ministères aussi? C'est trop. Merci Flora. C'est beaucoup trop. 70 ministères et assimilés. Mais c'est pour enrichir les gens. La question de la fonction publique aujourd'hui, l'ENA nous propose quel type de personnes? Parce que même pour revenir aussi à la question du fonctionnaire au Cameroun, quelle est la morale du fonctionnaire camerounais? Zéro temps, tu vas faire pareil. Non, être à la fonction, publique, c'est ce qu'on suit de grosses baraques. Tu penses à quoi? Récupérer d'abord. Tout à fait. Les policiers de 2000, Moutengele, qu'on appelait la promotion Isakam. Qu'est-ce qu'il faisait? Ce matin, Bargangele qui est venu assainir la police. Les policiers de la promotion 2000 sortaient chacun avec son sifflet, madame. Parce que j'ai payé pour entrer dans la police. Donc en marchant en route, j'ai mon sifflet. N'importe qui que j'attrape, je siffle. Je récupère les 3 millions, les 4 millions que j'ai dépensés. Non, mais Henri, mais c'est triste. Non, c'est la conséquence d'une gouvernance. Et là encore, je ne qualifierai pas la gouvernance pour être gentil avec le gouvernement, mais il faut dire que j'ai vu des gens faire des explications quand même assez alambiquées sur cette question pour dire que le Cameroun n'a pas le monopole de la corruption dans le monde. Mais c'est pas ça la question. C'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un pays qui croule
sur une misère totale et pourtant ayant des capacités, un potentiel, des ressources naturelles extraordinaires. Mais on parle d'un pays qui a une nappe phréatique des plus enviées du continent africain. Donc, en règle générale. Alors, Florenzo, on prend la troisième information et on va y aller au pas de course. Mais la dernière. Oui. Vraiment, vous parlez des problèmes. Voilà encore une situation très critique aussi pour les populations de Djombe qui sont privées d'eau depuis déjà 3 mois, que les populations sont ce précieux liquide, comme ils le disent. Hein. Aujourd'hui, pour certains, ils sont obligés de faire de très longues distances, des kilomètres pour ce, je vais dire, précieux sésame. Et certains disent qu'ils préfèrent même rester sans électricité que de rester sans eau. Donc voilà donc la situation, la conséquence. Il faut donc, ils veulent sortir, ils veulent donc pratiquement créer tout un mouvement de colère jusqu'à ce que les autorités prennent en compte cette situation. 3 mois déjà, ils estiment que c'est trop et que les autorités de la ville doivent prendre ce problème en compte afin de régler la situation. Et pendant ce temps, à Yaoundé, dans un ministère où j'ai été il y a quelques semaines, il y a un tuyau là-bas qui est visiblement cassé entre guillemets. Et l'eau coule tous les jours. Depuis, et on m'a dit, ça fait 2 mois que l'eau coule tous les jours là-bas. Personne ne s'en est. Mais c'est l'État qui sort. Et je vous dis, et le ministre passe tous les jours devant ce tuyau-là. C'est pas que c'est un tuyau qui est caché, le ministre est là tous les jours. Personne ne veut se lever le petit doigt. Et à Djombe, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'ils ont soif. Les gens ne peuvent pas vivre décemment. On parle de choléra. Quand bientôt on aura une crise de choléra, à Djombe, on va commencer à faire des commissions de pilotage, d'enquête pour voir ce qui s'est passé parce que c'est le Cameroun. Et ce n'est pas que ces populations sont faibles ou alors paresseuses. Hein. C'est que le sol de Djombe est essentiellement latéritique. Bien sûr. Avec beaucoup de pouzzolane. Oui, la géologie là-bas est particulière. Il devient extrêmement difficile de creuser un puits ou de construire même un forage en Djombe. Donc du coup, ceux qui sont chargés de desservir de l'eau aux populations sont eux tranquilles dans leur coin et tout. Et les populations si on arrive aujourd'hui à une pénurie, moi je souhaiterais qu'on crée une prison là-bas et qu'on y installe à Tanganakuna. Donc, il a quand même géré l'eau. La station d'Ayato. Oui, absolument. Mais qu'a fait M. Tanganakuna à la tête d'abord de la SNEC, de la Kamwata, après au ministère de l'eau et de l'énergie. Il a repris qu'il a remplacé au Boufféré. Mais il fallait le voir quand on fait les cérémonies. J'ai assisté un jour à une cérémonie de présentation des vœux au ministre de l'énergie, au ministère là-bas de l'énergie. C'est un peu à lancer la mort, l'émergence désormais à Yaoundé. Alors, quand vous y arrivez ce jour-là, il y avait de la bouffe, de la nourriture. C'est la fête. Les gens ont porté les 3, 4, 5 ballots de nourriture pour rentrer chez eux. Mais je me suis dit, mais c'est quelle histoire ça? Dans un pays où on manque d'eau et d'énergie électrique, on mange autant. Mais attendez, quand il vous a montré l'expérience. Il a payé 1 milliard quelque en un temps de mouvement. Donc, il a le moyen, le pays va bien. Oui, Haribel, un mot sur le manque d'eau des populations de Djombe à qui on passe un salut ce matin et clairement on pense à eux, beaucoup plus d'ailleurs ce jour. Je te l'ai dit qu'à Asia, que c'est le Cameroun, adaptez-vous comme quelqu'un avait dit. C'est pour vous dire de vous adapter. Asia, beaucoup de courage. Tu sais que Yaoundé souffre aussi d'eau, non? Non, le quartier qui est proche de la présidence. Non, ça c'est pour l'option de la présidence. Moi je suis fille de Yaoundé. Je te dis que la population quitte Ekounou, Carrefour, pour venir loin en Como, derrière l'église les Frères Unis, loin en bas là, parce qu'il y a une source là-bas puisée de l'eau. Tu peux imaginer la distance, Carrefour Ekounou, la colline. C'est la seule source qu'il y a dans la zone là. Il n'y a pas d'eau. Au quartier Étoudi, à Yaoundé, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Je veux dire ceci, que là où il y a même le président, il n'y a pas d'eau. En tabac, il y avait l'eau. Il n'y a pas d'eau. À Douala même, ce sont les puits qui nous sauvent parce que nous sommes là dans l'eau. Ouais, population Ndjombe, Asia. Oui. Adaptez-vous. D'accord. C'est qu'on va vous dire. Apparemment, il y a des entreprises là-bas qui se disent entreprises citoyennes. Ah oui.
Bon, Je ne sais pas. merci beaucoup. Non, le ministre de Commerce. Le ministre du Commerce il est le plus souvent, il faut le dire. Et d'ailleurs, il a bâti... Et il risque donc d'y aller trouver un cimetière. Non, mais il a bâti beaucoup de ce qu'il est aujourd'hui grâce à cette ville de Djombe. D'ailleurs, il pourrait, en tant que... Bon, vous dites que l'élite n'a pas vocation à s'occuper des problèmes. Il est membre du gouvernement. C'est au conseil de ministres, au conseil du cabinet qu'on décide ces choses. Ou alors au niveau régional, si jamais il y avait décentralisation. Ok, merci beaucoup Florazé pour cette revue des réseaux sociaux qui nous a permis de mettre le doigt sur des problèmes réels des Camerounais, parce que l'émission a vocation à reporter au grand public les souffrances des Camerounais, parce que les Camerounais clairement souffrent, faut pas le dire avec un peu de peur, et il faut le dire avec courage et surtout ne pas avoir de langue de bois. Merci beaucoup. On va prendre tout de suite ce que l'émission prévoit avec évidemment Constilamine qui va nous rejoindre sur le plateau B, avec qui on va évoquer ce matin un produit qui est désormais bien connu par vous. Alors mon très cher Constilamine, vous êtes le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs, surtout un bonjour aux Lions de la Teranga qui vont descendre tout à l'heure à 15 h du côté bien sûr de la Russie, et je sais qu'ils vont gagner parce que le Sénégal c'est mon pays, j'aime le Sénégal, j'adore le Sénégal. Alors ce matin je parle encore de ce complément alimentaire, c'est bien entendu le Von Bio Oméga 3. Déjà merci à ces nombreux téléspectateurs qui aujourd'hui sont des véritables ambassadeurs de ce complément alimentaire. Je viens encore ce matin rappeler donc à tous ceux qui nous regardent en ce moment que c'est l'unique occasion pour vous de passer déjà votre commande. C'est l'unique occasion pour vous d'être à l'abri, bien entendu, des AVC, parce qu'il faut rappeler que le Von Bio Oméga 3, comme ça s'affiche à l'écran, est donc un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex, du côté bien sûr des États-Unis d'Amérique, et qui est commercialisé au Cameroun et en Afrique centrale par le concept Salaka de Constilamine. L'Oméga 3, bien encore appelé Fish Oil, vous permet, chers téléspectateurs, de prévenir les AVC. Alors là, c'est très important, ça ne servira à rien de dépenser des centaines de mille demain après demain quand on sera victime d'un AVC. Le Von Bio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de réduire les complications du diabète pour ceux qui sont déjà diabétiques. Le Von Bio Oméga 3 vous permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Le Von Bio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de faciliter la guérison de vos inflammations. Ça vous permet également de permettre à vos articulations d'être de plus en plus souples, tout en vous permettant également de garder la bonne humeur en longueur de journée, pour dire tout simplement que voici le complément alimentaire idéal pour une santé de rêve. Le Von Bio Oméga 3, je rappelle qu'aujourd'hui, ils sont très contents qu'ils achètent. Ils sont très contents qu'ils passent d'ailleurs leur commande, quel que soit où vous êtes. Vous êtes à Yaoundé, en Guélémendouka, à Belabo, au Gabon, au Tchad, en RCA. Pas besoin de se déplacer. Je ne viendrai pas du côté bien sûr du Gabon. Vous ne viendrez pas au Cameroun acheter l'Oméga 3. Restez du côté du Gabon, restez dans votre ville d'origine et passez tout simplement votre commande grâce au numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran, et nous nous chargerons d'acheminer votre complément alimentaire quel que soit où vous êtes. C'est donc ça aujourd'hui la facilité dans la livraison. On n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin bien sûr de quitter sa ville pour Douala. Tout simplement restez où vous êtes. Vous êtes à Yaoundé, à Bamenda, à Mbalmayo. Passez vos commandes dès à présent et ayez sur place votre Von Bio Oméga 3 au prix bien sûr de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules, et c'est une gélule par jour pendant le repas. La boîte elle est scellée, et à l'intérieur de la boîte scellée, vous avez 30 gélules, et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et où la voir? C'est donc la question. La réponse est la suivante. C'est bien entendu au magasin 1001 tapis pour ceux qui résident dans la ville de Douala. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, même si vous habitez à Douala, appelez-nous. On viendra vous livrer à domicile ceux qui sont dans la ville de Douala. Et ceux qui sont hors de Douala, vous aurez l'occasion de recevoir votre Oméga 3 grâce à nos partenaires qui assurent la livraison, des agences de voyage, des partenaires qui font dans l'expédition. Ils sont là pour vous servir également grâce à nos représentants dans certaines régions du Cameroun. Je rappelle, le prix, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. C'est important, c'est capital, c'est une opportunité unique
unique pour avoir une santé de rêve quand on sait tout simplement qu'aujourd'hui, on est victime de pas mal de maladies, on est victime de pas mal de problèmes de santé. Voici la solution idéale. Donc, any mode, voilà ça pour Bamenda, voilà ça pour Ngele Menduka. Just commandez, just no, il y a vendu oméga 3, or then call them say fish oil. Not 5,000 francs. Il faut ça for Bamenda, for Boya, for Konsamba. Just call for that number. If it is for Douala, come for magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz, et vous aurez votre vente d'oméga 3 au prix de 5 000 francs. Le prix va encore s'afficher à l'écran pour essayer donc d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs. Plus besoin d'aller de gauche à droite, de chercher plus loin ce qui est à côté de vous. Comme dirait quelqu'un, Rick, prévenir vaut mieux que guérir. Mais la meilleure façon de prévenir aujourd'hui, c'est de consommer le Von Bio Oméga 3 que voici. Merci beaucoup. Consti Lamine sur Equinox Télévision, bien sûr. Une signature, je voudrais dire mature, si on peut le dire ce matin. Alors, Florazie, pourquoi vous faites ce geste-là? Alors, la suite de l'émission, madame, messieurs, chers téléspectateurs, voici Interpellation. Les gens qui tiennent ce pays doivent aussi se soucier des gens du bas peuple, en fait. Et nous autres qui exerçons les petites activités, doivent prendre comme par exemple le call box dont je suis call boxeuse, doivent essayer de voir s'ils peuvent améliorer beaucoup de choses. Comme par exemple, je vais dire, le gain sur le crédit peut aller, qui est de 500 dans une unité de 10 000 pour 2 000 au moins. Eux-mêmes, ils ont installé des kiosques mobile money et cela est venu tuer le marché. C'est fait que nous ne vendons presque plus. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ce sont eux qui veulent que nous vendions pour eux parce qu'ils ont créé un système de vente de crédit qu'ils appellent zoning. Nous sommes obligés d'acheter le crédit rien que chez eux. Alors ils installent encore les kiosques mobile money pour nous déstabiliser. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Nous, on va faire comment pour vivre? Si les partenaires peuvent nous vendre le crédit au moins de 10 000 à 8 000 francs, c'est bon. Ça va nous permettre aussi de gagner, eux aussi de gagner. Voilà, on lit bien dans cette interpellation ce matin cette compatriote d'ailleurs qui se pose moult questions. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle sait quand même qu'il est important d'interpeller ceux qui nous dirigent là plus haut, mais elle se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je suis callboxeuse, mais j'ai de la peine à joindre les deux bouts parce que je suis assailli par des pesanteurs. Mon fournisseur devient mon concurrent. Voilà, toutes ces questions qu'elle se pose, elle voudrait avoir des réponses. Alors, Auréole Choumi, votre réaction à ce qu'elle a dit, d'ailleurs? Au début des années 2000, nous avons au Cameroun l'un des tout premiers promoteurs. C'était Armel Mobile. Armel Mobile a valorisé la fonction ou la profession de callbox au Cameroun. Aujourd'hui, qu'on se le dise, c'est un métier qui se meurt. Le callbox aujourd'hui, ce sont les appels qui donnent l'argent. Seulement, les opérateurs offre les mêmes facilités à tout le monde. C'est-à-dire que le callboxeur qui tape le forfait de 500 francs pour 43 000 pour 24 heures, toi-même, tu as cette même facilité-là. Donc, peu de personnes appellent au callbox. Il ne leur reste que le transfert. Or, comme elle a dit, elle a très bien dit, 5 000 francs donne 250 francs. 10 000 francs donne 500 francs. Or, tu peux mettre le crédit, par jour, tu ne fais pas le transfert de 10 000 francs. C'est-à-dire que tu passes toute ta journée au callbox. Tant que tu n'as pas fait 10 000 francs de transfert de crédit, tu n'as pas 500 francs de bénéfice. Et donc, c'est extrêmement gênant de voir que les gens ont mis sur pied un secteur qui pouvait être porteur et qui ont eux-mêmes tué. D'accord. Et il faut également dire à votre suite, Auréole Choumi, parce qu'elle a évoqué le paiement par mobile. Et dans ce paiement-là, il faut dire qu'ils sont venus aussi concurrencer les callbox, puisque désormais, les gens, 47,5% des personnes qui utilisent ce service de paiement par mobile, s'achètent le transfert par ce moyen-là. Par ce moyen. Vous avez de l'argent dans votre compte. Vous avez besoin de faire un transfert. À X ou à Y ou à vous-même. Oui. Mais vous faites simplement. Donc, vous voyez, on a tué complètement cette activité. Même les messages.
ils ont mis des codes qui s'appellent envoi pour l'autre. Je n'ai pas envie de donner les noms pour ne pas identifier les opérateurs. Oui. Envoie pour l'autre. Et tu envoies pour l'autre les messages. Tu peux lui envoyer les messages de 24 heures, oui. Tu peux lui envoyer les messages de 7 jours, ou tu peux lui envoyer les messages de 31 jours. Oui. Et donc, le colboxeur, lui, il a quoi? Le colboxeur, lui, il est cuit. Voilà, donc tous ces subterfuges, pour bien comprendre l'enjeu de cela, c'est que le Cameroun a opté pour, comme toujours, une voie très alambiquée, parce qu'il faut dire que les appels, la qualité des appels, lorsqu'on va au Tchad ou au Gabon tout à côté de nous là c'est beaucoup plus, la qualité est beaucoup plus bonne que ce qu'on a au Cameroun, et les prix sont beaucoup plus abordables. Alors au Cameroun... Les SMS, vous avez la parole, Eric, avec votre permission. Oui, non, allez-y. Les SMS sont gratuits. D'accord, oui. Partout. Ceux qui viennent ici disent qu'ils sortent de l'Afrique du Sud et ceux qui disent qu'ils sortent de la France, là, on ne paye pas les messages. Oui. Mais chez nous, c'est 50 francs. D'accord. Donc, je ne comprends pas comment le Cameroun a pu se coucher autant devant la puissance de ces multinationales qui imposent leurs lois, qui décident de faire ce qu'ils veulent. Souvenez-vous qu'on fait ici la jurisprudence liée au redressement fiscal d'une certaine entreprise. Donc c'est pour dire que c'est une question qui est importante qu'on puisse mettre sur la table et qu'on voie comment le Minpostel, l'agence de régulation également des postes et des communications, l'arrêté, voit tout cela. Oui, Boro Bengan. Oui, en une seconde. Oui. Parce que le Cameroun est en train, ou a pris l'option de pérenniser le comptoir colonial. Et vous ne pouvez donc pas le faire pour une seule entreprise qui est dans le même secteur. Vous êtes obligé d'étendre. C'est pour cela que le même gouvernement ralentit l'action du régulateur. Oui. Donc, et du mouvement de consommateurs. Donc, nous sommes là en plein dans le capitalisme sauvage. Je dis bien sauvage. C'est-à-dire quoi? On crée l'écart entre les riches et les pauvres. Oui. Il faut qu'il y ait plus de riches et plus de pauvres. Ce qu'on appelle la classe moyenne est en train de disparaître. Oui, est en train de s'éroder, c'est l'érosion complète d'une classe moyenne. Soit on est riche. On est riche. Voilà quel est le schéma que nous attend. Voilà, et on sait bien comment on fait pour être riche au Cameroun, puisque les voies de richesse ne sont pas clairement définies, enrichissement illicite, puisque on sait très bien comment on devient pauvre, mais on ne sait pas comment on devient riche. C'est le pays, c'est le Cameroun. Alors, Florazé, on va prendre tout de suite avec vous des messages et dire merci à la compatriote pour cette interpellation, absolument, ma foi très importante pour comprendre d'ailleurs, qui résume bien la pensée de l'émission de ce jour. On a commencé avec les Ben Skinner, on a enchaîné avec le cas de la collecte des fonds dans la région du Sud et ce fanatisme béant qu'on voit très bien là de ce côté-là. Et donc il était de bon ton qu'on montre clairement grandeur nature, l'illustration d'une pauvreté et d'une misère exacerbée. Florazé, quelques messages. Alors, pour cette partie, dernière partie, le problème d'eau n'émane pas d'aujourd'hui. Chez nous, à Banga, il y a plus de 2 ans, on n'a pas d'eau. Alors qu'une entreprise agricole extrait son eau à partir d'un Banga et qu'il existe une responsabilité sociétale des entreprises. Ça c'est l'État, ce n'est pas la faute à l'entreprise. Oui, c'est l'État qui ne veut pas faciliter. Oui. C'est-à-dire que dans une négociation, par exemple, ces entreprises-là, si on leur permettait de financer le sport, la culture, sans imposer cet argent qui va, je suis convaincu que ces entreprises auraient rempli cette mission de responsabilité sociale ou sociétale dans lequel ils trouvent. Mais quand l'État vient les torturer, avec les impôts, viennent faire des choses terribles, et elles sont là pour faire des bénéfices. Et qu'au-delà de ça, vous tombez sur un fonctionnaire qui doit traiter votre dossier et qui vous demande de passer à la caisse, sinon il garde votre dossier dans un tiroir dans 2, 3, 6 mois. Vous, le citoyen, vous avez ce réflexe. Quand vous allez dans un bureau administratif, non, le réflexe, je vais dire que c'est... Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est pas un réflexe qui règne. On vous l'impose. Justement, vous allez avec vous allez avec votre enveloppe. Vous allez avec votre enveloppe parce que vous savez déjà ce qui vous attend là-bas. Ok, d'accord. Mais sauf que vous, en ce cas, on rappelle, là maintenant, le ministère des Finances, depuis au moins 2 ans, il a instruit qu'on paye à la banque. Et quand vous venez, le gars vous dit, j'ai un pile de dossiers là. J'ai même trop de travail, allez attendre. Mais ce qu'on dit sur ce plateau est extrêmement dangereux. Vous avez un dossier, vous avez une entreprise, vous faites une activité économique. Vous savez, l'économie ne fonctionne pas comme l'administration, comme la politique, comme ce que vous voulez. L'économie, c'est le temps.
Time is money. Yes. Donc, quand vous perdez un temps, une seconde, un opérateur économique, qui a derrière lui 200, 300 salariés qui doit payer, alors vous tuez 300 familles camerounaises parce que vous décidez de mettre dans un tiroir un dossier pour 2 semaines. Et vous faites consciemment. D'abord, l'enregistrement de son contrat de bail. Vous le mettez là, vous n'arrivez pas, il ne peut pas prospérer. Oui, tout à fait. Oui, Florazé, allez-y. Alors, je pense, bon, on a un téléspectateur qui dit que, Ebo Pierre, qui dit qu'à Comde, depuis 2 février 2015, ils n'ont pas d'électricité. Jacques Djoulé, je pense que ce monsieur est un insensé par rapport à l'histoire du jour. Est-ce qu'il n'a pas de parents ou d'amis pour aller remettre son argent qu'il économise avec beaucoup de peine au lieu de remettre à une femme qu'il ne connaît pas, ou bien c'était un test. D'accord, je suis désolé parce que je suis désolé d'avoir appelé ce bonhomme Mougou. Après cette émission, je suis dans l'obligation de dire que l'état actuel du pays fait en sorte que les gens sont désorientés. Les gens ne savent plus. Oui, les gens sont... oui, il y a une pression sociale qui fait que les gens ne sont plus lucides. Je suis totalement d'accord. Non mais Florazé, les gens ne sont plus lucides. Les gens manquent d'eau depuis 2 ans. Est-ce que manquer d'eau depuis 2 ans... Alors qu'il est au pays organisateur. Voilà. Merci beaucoup Florazé pour ces messages. Merci à vous madame, messieurs. Merci sur ce plateau Royal Choumi, Florazé, Bengan, Haribel, mais également nos équipes en studio, en production, bien sûr, avec François Dikoumé, Carlos Minoué, madame Guanfo, Nadine. Madame, messieurs, nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Restez sur Equinox Télévision, la seule télévision qui vous dit la vérité. On vous le dit. Que Dieu bénisse le Cameroun.